L'île de Pâques, quand on regarde les sites, les statues, les murs mégalithiques, on se rend compte qu'ils sont bien plus anciens que ce que l'histoire nous raconte. Pendant plus d'un siècle, le monde a cru que les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques n'étaient que cela des têtes. Et il est probable que ces têtes représentent bien leur bâtisseur d'origine. Puis en 2010, des archéologues ont entrepris des fouilles, bien plus anciennes que ce que les archéologues traditionnels avaient suggéré. Ces découvertes sous terre furent plus que surprenantes. On ne se rend pas compte qu'elles sont enfouies jusqu'à la poitrine. Cela a fondamentalement changé notre compréhension de la nature de ces monuments et du sort des personnes qui les ont érigés. L'image erronée que nous avons en tête. Tout le monde connaît les têtes de l'île de Pâques. Ce sont parmi les monuments antiques les plus photographiés au monde. Mais depuis plus de 250 ans, nous n'en voyons que le tiers supérieur. C'est l'une des photographies les plus célèbres au monde. Et si cette image était un mensonge, pas un mensonge intentionnel bien sûr, mais une idée fausse pourtant évidente. Et si ces célèbres têtes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Pendant des siècles, c'est exactement ce qu'elles étaient. Des premiers explorateurs aux touristes d'aujourd'hui, tous ont vu la même chose des têtes géantes. C'est devenu une vérité incontestable sur l'île de Pâques. Mais un groupe d'archéologues a commencé à se poser une question simple, mais révolutionnaire, et si l'on creusait un peu plus profondément, c'est ainsi qu'en 2010, une équipe dévouée au projet des statues de l'île de Pâques a vu le jour sous la direction de l'archéologue Joanne Van Tilburg. Ces objets sont très friables, très fragiles. Ils ne dureront pas éternellement. Et les documents dont nous disposons, dont nous sommes certains sont indispensables pour les préserver correctement. Leur attention se portait sur le filon principal, la source de la quasi-totalité des statues, la carrière volcanique de Rano-Raraku. Ce lieu est comme une usine figée dans le temps. Des centaines de moai sont disséminés, certains achevés, d'autres encore en cours de sculpture à même la roche. Mais l'équipe s'est concentrée sur deux géants en particulier, enfouis jusqu'aux épaules sur le versant extérieur de la carrière. C'était ceux-là. Ils allaient être les premiers moai à être entièrement fouillés avec la précision scientifique moderne et méticuleuse qui les caractérisait. Chaque grain de terre, chaque pierre, chaque artefact serait répertorié et analysé. Une telle opération était inédite. Les fouilles commencèrent donc. Il ne s'agissait pas de se précipiter avec de la machinerie lourde. C'était un travail lent et minutieux, un travail de déterrage de siècles. À mesure que l'équipe travaillait centimètre par centimètre, quelque chose d'incroyable a commencé à émerger. Ce n'était pas seulement un coup supplémentaire, c'était un corps. Des épaules apparurent, puis un torse, puis des bras aux mains délicates et aux doigts allongés sculptés en relief dans la pierre. Il ne s'agissait pas de simples têtes, mais de statues complètes, enfouies jusqu'au cou. La tête emblématique n'était que la partie supérieure d'une figure massive engloutie par la terre au fil des siècles. L'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde avait été totalement méconnu. La révélation était stupéfiante. Mais les découvertes concernant les corps eux-mêmes étaient encore plus stupéfiantes. Protégés du vent et de la pluie par la terre même qui les recouvrait, le dos des statues était orné de sculptures complexes et magnifiques. Ce n'étaient pas de simples dalles de pierre. Ces toiles étaient de véritables œuvres d'art ornées de symboles chargés de sens pour leur créateur. Le motif le plus courant et le plus saisissant était un croissant, censé représenter les pirogues utilisées par les premiers Polynésiens pour traverser l'immensité de l'océan et atteindre cette île isolée. C'était une signature, une histoire gravée dans le dos de chaque géant, un hommage permanent à leur incroyable voyage et à leurs ancêtres. Ces ancêtres avaient parcouru plus de 300 km à travers l'océan Pacifique pour atteindre cette île, un exploit maritime parmi les plus remarquables de l'humanité. Cette fouille a tout changé. Elle a prouvé que les moai étaient bien plus complexes et détaillés qu'on ne l'avait jamais imaginé. C'étaient des géants cachés, attendant le moment propice pour révéler leur véritable forme. Et ce n'était que le début de l'histoire. Le véritable choc allait venir de la raison même de leur construction. La terre, les pierres et les gens. La découverte des corps entiers des moai a marqué un tournant. Mais pour les archéologues sur le terrain, la plus grande surprise n'était pas seulement les statues elles-mêmes. Le transport des moai sur l'île de Pâques est peut-être l'un des problèmes archéologiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés. C'est ce qu'ils ont trouvé autour d'eux qui a été le plus surprenant. Ces fouilles représentaient bien plus que la simple confirmation de la présence de corps dans les statues. Il s'agissait de comprendre le monde dans lequel vivaient ces géants. En dégageant minutieusement les deux mois, l'équipe ne s'est pas contentée de documenter la pierre. Ils ont tout documenté.
Ils ont pris des milliers de photos, réalisé des dessins détaillés et utilisé des technologies de pointe pour créer des modèles 3D. Isles ont prélevé des échantillons de sol et analysé chaque fragment de roche et d'outils trouvés. Ce travail n'était pas seulement destiné aux livres d'histoire, mais aussi à l'avenir. En comprenant comment la pierre s'érodait et comment l'environnement l'affectait, ils pouvaient enfin élaborer un véritable plan pour préserver ces merveilles antiques pour les générations futures. Mais une découverte allait bouleverser la perception de Rapa Nui. En explorant la carrière de Rano Raraku, l'équipe fit une découverte surprenante. Ces lieux n'étaient pas qu'un simple atelier de taille de pierre. C'était un paysage vivant et complexe où se mêlaient industrie, spiritualité et vie quotidienne. Et là, au milieu des géants à demi sculptés et des outils de pierre, se trouvaient des traces d'agriculture. La carrière produisait un sous-produit, une fine poussière de roche issue de la taille de la pierre dure. L'analyse chimique a révélé que cette poussière était riche en minéraux. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que cela avait amélioré la fertilité des sols, créant ainsi les conditions propices à la culture de patates douces et de taro dans la zone de la carrière. L'histoire populaire de l'île de Pâques est celle d'un effondrement écologique d'un peuple qui a abattu tous ses arbres et sombré dans le chaos. Mais cette découverte brosse un tout autre tableau. Elle révèle une société d'une remarquable capacité d'adaptation. Isles ne se contentaient pas de sculpter des statues machinalement. Ils intégraient cette activité à leur mode de vie. La carrière était à la fois un lieu sacré, un centre industriel et agricole. Les Moai n'ont pas été la cause de l'effondrement. Ils faisaient partie d'un système sophistiqué et durable, et qui réalisait ce travail. Ceci nous amène à l'élément le plus important de tout le projet, les personnes. Le projet de restauration de la statue de l'île de Pâques n'a jamais consisté en une équipe extérieure venue percer des secrets. C'était une véritable collaboration. 10 archéologues et géologues professionnels ont travaillé main dans la main avec les ouvriers locaux de Rapa Nui. Il s'agissait d'hommes et de femmes dont les ancêtres avaient construit les Moai. Loin d'être de simples employés, ils ont bénéficié d'un mentorat, d'une formation aux techniques archéologiques et sont devenus partie intégrante du processus de découverte. Isles ont apporté à ce travail une compréhension culturelle profonde qu'aucun étranger n'aurait pu posséder. C'était leur histoire qui se dévoilait et ils en étaient les instigateurs. Ces liens entre science et communauté a donné au projet son âme véritable. Il a permis de garantir que les secrets des Moai soient restitués au peuple qui en avait le droit le plus profond. Guardians du clan, si vous vous teniez devant l'un des célèbres Moai côtiers sur l'île de Pâques, où se dressent ces énormes têtes et torses sculptés dans la roche volcanique, vous seriez Remarquez un détail précis, leurs dos sont tournés vers l'immensité bleue de l'océan Pacifique. Ils ne scrutent pas la mer à la recherche de visiteurs ou d'envahisseurs. Au contraire, leurs yeux de pierre géants sont tournés vers l'intérieur, scrutant les terres. Ce n'était pas un hasard, c'était même le but recherché. Chacun de ces géants côtiers a été érigé sur une immense plateforme de pierre appelée Ahu. Imaginez un Ahu comme une scène sacrée. Mais ces plateformes étaient bien plus qu'une simple base. Elles étaient le cœur spirituel de la communauté. Et les Moai qui s'y dressaient étaient choisis pour une mission profonde, celle d'être des gardiens éternels. Mais qui ou quoi protégeait-il? La réponse se trouve au cœur même de l'âme du peuple Rapa Nui. Ces statues n'étaient pas de simples monuments. Chaque Moai représentait un ancêtre divinisé, un chef puissant, un dirigeant vénéré ou un membre fondateur de la famille. Dans le monde polynésien, le pouvoir d'une personne ne disparaissait pas à sa mort. Cette énergie spirituelle appelée mana subsistait. Le peuple Rapa Nui croyait pouvoir capturer ce mana et l'incarner dans la pierre des Moai.
Ainsi, ces statues devenaient des réceptacles vivants de pouvoir spirituel. En les plaçant sur la doses tournée au danger et à l'incertitude de l'océan et face au village, les habitants confiaient la garde permanente à leurs protecteurs les plus puissants. Les ancêtres étaient figés dans la pierre pour veiller à jamais sur leurs enfants et leurs descendants. Leur regard n'était pas vide, il était empreint d'une intention profonde, un regard de bénédiction, de protection et de lien. Ce rôle protecteur revêtait une importance spirituelle inestimable. Les Moai veillaient sur tout ce qui était vital pour la communauté. Isles gardaient les sources d'eau douce si précieuses sur l'île. Ils veillaient sur les jardins et les champs assurant fertilité et bonne récolte. Leur regard se posait directement sur les villages, why maintenant l'ordre et la paix spirituelle. À Ahu Tongariki Quins Moai surplombent des terrasses agricoles et une source d'eau douce. Les ancêtres n'étaient pas là que symboliquement. Isles étaient placés de manière à protéger les ressources vitales de la communauté. Celle-ci pouvait ainsi vivre, cultiver la terre et élever ses enfants sous le regard bienveillant de ses ancêtres. C'était un lien indéfectible entre le monde des vivants et le monde des esprits, et tout cela se déroulait depuis la plateforme de l'Ahu. Il ne s'agissait pas de simples amas de pierre, mais de structures savamment construites souvent dotées de chambres funéraires. L'Ahu devenait ainsi un symbole puissant et complexe. Il servait de tombeau pour le corps de lieu d'incarnation de l'esprit ancestral sous la forme du Moai, et de site cérémoniel où les vivants pouvaient communiquer avec les morts. La taille et la grandeur de l'Ahu et des Moai qui l'ornaient reflétaient directement le statut et la puissance d'un clan. Un Ahu plus grand et plus élaboré, orné de Moai imposantes, proclamait haut et fort la force et l'importance de cette famille. Les sentinelles célestes d'Ahu Akivi. Et maintenant, au moment même où vous pensez avoir compris les règles, l'île de Pâques vous réserve une surprise monumentale, composée de 7 pierres. Voici les Moai d'Ahu Akivi. Nous avons toutes ces statues, et leurs visages ne ressemblent pas à ceux des habitants de l'île de Pâques. Ces 7 statues représentent les célèbres rebelles, les exceptions à la règle, et leur histoire est l'une des plus fascinantes de l'île. N'oubliez pas la règle, les Moai côtiers tournent le dos à la mer veillant sur les villages. Ahu Akivi est situé à l'intérieur des terres à environ 2,5 km de la côte. On pourrait donc s'attendre à ce que ces Moai soient tournés vers l'intérieur, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas le cas. Ils se dressent sur leur socle, le regard fixé sur le littoral. Leur regard se perd dans l'immensité de l'horizon. Cette disposition est si étrange, si différente de toutes les autres qu'elle exige une explication. Pourquoi ces 7 géants transgressent-ils toutes les règles? Le premier indice se trouve dans le ciel. Il ne s'agit pas de statues placées au hasard, mais d'instruments de pierre d'une précision remarquable. Le socle sur lequel ils se tiennent est parfaitement aligné astronomiquement. Les 7 Moai font face au point précis de l'horizon où le soleil se couche lors de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud. Derrière eux, le soleil se lève à l'équinoxe d'automne. Ce n'est pas un hasard. Cela prouve que le peuple Rapa Nui n'était pas seulement un maître sculpteur, mais aussi un brillant astronome. Isles ont construit un observatoire céleste en pierre marquant le changement des saisons avec une précision stupéfiante encore aujourd'hui. Mais la science n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre partie est la légende. La tradition orale raconte l'histoire du premier roi légendaire, Hotu Matua, qui mena son peuple vers cette île. Selon la légende, Isle envoya 7 jeunes explorateurs et éclaireurs en avant de la pirogue principale afin de trouver et de préparer la nouvelle patrie. Ces 7 Moai sont censés représenter ces 7 courageux éclaireurs. Parmi les près de 900 Moai de l'île de Pâques, seuls ces 7-là font face à l'océan depuis l'intérieur des terres. Leur regard unique tourné vers la mer s'accorde parfaitement avec cette légende. Ils ne veillent pas sur un village, mais contemplent sans cesse l'océan vers leur patrie mythique Hiva, guettant peut-être l'arrivée du roi ou se remémorant la terre qu'ils ont quittée. Ils constituent un mémorial permanent du grand voyage qui a tout déclenché. Pendant des siècles, ces sentinelles célestes sont restées renversées comme la quasi-totalité des autres Moai de l'île. Cela a changé en 1960. Cette année-là, un archéologue américain du nom de William Malloy, accompagné de son collègue chilien Gonzalo Figueroa, a mené un projet de restauration. C'était une tâche colossale. Une à une, ils ont soigneusement remis sur pied chacune des 7 statues, les ramenant à leur emplacement silencieux et vigilant. Il ne s'agissait pas d'un simple projet archéologique, mais d'un véritable catalyseur. La restauration d'Ahu Akivi fut l'un des premiers grands projets de ce type sur l'île de Pâques. Cela a montré au monde, et surtout au peuple Rapa Nui lui-même, que ces géants déchus pouvaient se relever. Cela a déclenché une renaissance culturelle, une fierté renouvelée et une vague de restauration qui se poursuit encore aujourd'hui. Ainsi, ces 7 rebelles sont bien plus que de simples repères astronomiques
ou des éclaireurs légendaires. Ils sont des symboles de résurrection, les premiers à se lever et à inspirer un peuple à renouer avec son incroyable héritage. Coronis Chromoises. Les Moai sont déjà incroyables en eux-mêmes, mais pour les statues les plus prestigieuses, l'œuvre n'était pas encore achevée. Elles étaient destinées à porter une couronne. Éparpillées sur l'île, souvent séparées de leurs statues, gisent d'imposantes pierres cylindriques d'un rouge rouille flamboyant. Ce sont les Pukao. L'histoire de ces coiffes géantes ajoute une dernière dimension dramatique au mystère des Moai. Ces Pukao ne sont pas de simples rochers, ce sont des chefs-d'œuvre à part entière. Chacun est un cylindre géant sculpté dans un type de pierre volcanique très particulier appelé scorie rouge. Ce matériau est beaucoup plus léger que le tuff dur utilisé pour les corps des Moai, mais plus léger est un terme relatif. Un seul Pukao pouvait peser entre 5 et 12 tonnes, les plus gros dépassant les 10 tonnes. Ils n'étaient pas extraits du site principal des Moai. Elles provenaient d'une carrière spéciale appelée Punapao, un lieu réputé pour sa pierre rouge à la couleur unique. Cette carrière et ce matériau exceptionnel nous apprennent quelque chose d'essentiel. Le Pukao était un symbole de statut suprême. Il n'était pas accessible à tous. Sur le millier de Moai de l'île, seuls une centaine furent couronnés d'un Pukao. Apposer cette couronne rouge sur un Moai était le signe ultime de pouvoir. Elle amplifiait le mana ou énergie spirituelle de la statue, proclamant que cet ancêtre comptait parmi les plus puissants et que son clan occupait le sommet de la hiérarchie sociale. Un Moai coiffé d'un Pukao symbolisait un prestige inégalé et un droit divin. Cette pratique soulève une énigme d'ingénierie stupéfiante. Comment les Rapa Nui ont-ils pu placer un chapeau de pierre de 10 tonnes sur la tête d'une statue géante qui pouvait déjà mesurer plus de 9 mètres de haut? La théorie communément admise témoigne d'une ingéniosité incroyable. Les archéologues suggèrent que les bâtisseurs ont construit d'imposantes rampes de terre et de pierre contre la face avant du Moai déjà érigé. À l'aide d'un système de cordes de levier et de rouleaux, ils auraient patiemment hissé le Pukao le long de la pente. Certaines théories suggèrent qu'ils l'auraient même bercé d'un côté à l'autre, le faisant progresser sur la rampe. L'étape finale consistant à maintenir en équilibre ce poids colossal au sommet du Moai aurait été un moment de tension intense et de triomphe incroyable. Le risque était énorme, mais la récompense était un monument achevé d'une ampleur impressionnante. Alors que représente réellement le Pukao, pourquoi un tel effort? Tout porte à croire qu'il s'agissait d'une coiffure sacrée. Dans la culture traditionnelle de Rapa Nui, les hommes de haut rang laissaient pousser leurs cheveux et les nouaient en un chignon haut. Ils les teignaient souvent en rouge à l'aide de pigments et de poudre. Le Pukao est une représentation monumentale et permanente de cette coiffure. Il immortalise l'ancêtre dans un état de préparation rituelle, son statut et son pouvoir spirituel figés dans la pierre. Si certains y voient la symbolique d'une coiffe de plumes, l'association avec le chignon haut est l'interprétation la plus convaincante. Le Pukao était la touche finale d'un rouge flamboyant qui transformait un ancêtre puissant en un roi divin. Artisans de la pierre. La création des Moai était une tâche colossale, mais les outils utilisés étaient étonnamment simples. Les maîtres sculpteurs de Rapa Nui n'avaient pas de métal. Leur outillage était entièrement composé de pierre. Leur outil principal était le toki, une lourde pioche à main taillée dans une pierre volcanique incroyablement dense et résistante. Des équipes de sculpteurs maniaient ces toki, frappant inlassablement la paroi rocheuse volcanique de la carrière. Ils sculptaient la forme de base du Moai directement dans la roche, créant d'abord le devant avec le visage et les bras, puis creusant lentement le corps pour le détacher de la montagne. C'était un processus de martelage et de façonnage incessant, preuve d'une détermination humaine hors du commun. Une fois la statue détachée, elle était délicatement descendue de la pente de la carrière, prête pour son voyage à travers l'île. Les surfaces étaient ensuite lissées et polies à l'aide de meules et de pierres ponces abrasives, donnant ainsi aux Moai leur forme définitive. Ce travail était de longue haleine. La création d'un seul Moai exigeait un travail considérable, un savoir-faire exceptionnel et beaucoup de temps, le tout réalisé avec de simples outils de pierre. Mais une statue achevée n'était encore qu'un bloc de pierre. Imposante par sa taille, elle n'était cependant pas encore animée d'une âme. L'acte final et le plus sacré était le rituel qui lui insufflait la vie. Cette transformation s'opérait par le regard. Longtemps restée une simple théorie, la découverte stupéfiante des archéologues a bouleversé les plans. Ils ont mis au jour un œil complet sculpté dans du corail blanc, avec une pupille perçante en scorie rouge ou en obsidienne. Cette découverte a confirmé une vérité incroyable, les orbites vides des Moai étaient destinées à être remplies. La pose des yeux constituait un rituel profond. Sans eux, la statue était aveugle et impuissante. Avec eux, l'ancêtre pouvait voir.
au moment précis où les yeux étaient placés, le mana, c'est-à-dire l'énergie spirituelle de l'ancêtre, pénétrait la pierre. Le moai n'était plus une simple sculpture, mais une présence vivante, un ancêtre vigilant capable de protéger la communauté. C'est que rituel représentait l'étape finale et cruciale qui unissait le monde des vivants à celui des dieux, la Terre Rouge de Rapa Nui. Longtemps, l'histoire de l'île de Pâques a été racontée comme une tragique mise en garde. Selon ce récit, les habitants auraient imprudemment abattu tous leurs arbres, leur société aurait sombré dans le chaos et la guerre, et leur culture se serait effondrée. Un récit simpliste de suicide écologique. Mais une découverte faite en 2011 prouve que cette histoire est non seulement simpliste, mais aussi fausse. Ce que les archéologues ont trouvé dans le sol raconte une histoire de résilience bien différente et beaucoup plus fascinante. Il ne s'agissait pas de statues géantes, mais de centaines de petites fosses discrètes creusées dans la terre. Ces formations n'étaient pas naturelles. Elles étaient artificielles et remplies d'une substance très particulière, une riche poudre rougeâtre appelée ocre. L'ocre est un pigment vibrant utilisé par de nombreuses cultures à travers le monde pour l'art, les rituels et le symbolisme. La trouver était une chose, mais comprendre son procédé de fabrication a révélé la véritable sophistication du peuple Rapa Nui. Il ne s'agissait pas simplement d'extraire de la terre rouge. La création de cette ocre était un processus chimique complexe et délibéré. Les vestiges trouvés dans les fosses témoignent d'un processus précis en plusieurs étapes. Le peuple Rapa Nui brûlait intentionnellement de la terre riche en fer dans des fosses stratifiées. Ils alternaient entre combustibles comme des matières végétales et la terre qu'ils souhaitaient transformer. Le feu contrôlé chauffait la terre, modifiant sa structure chimique et lui donnant une couleur rouge beaucoup plus vive et éclatante. Il ne s'agissait pas d'un incendie accidentel, mais d'une production de couleurs délibérée à l'échelle industrielle. Le nombre impressionnant de ces fosses témoigne d'une forte demande pour ce pigment précieux, et c'est là que toute la théorie de l'effondrement s'effondre. L'indice crucial réside dans la datation de leur utilisation. Des chercheurs ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer l'âge de ces ocres. Le résultat est stupéfiant, leur production battait son plein durant au moins 2 phases distinctes, postérieures à la période supposée d'effondrement social. Cette découverte contredit directement le récit de l'effondrement popularisé par l'ouvrage Collapse de Jared Diamond. Les Rapa Nui ne sombraient pas dans le chaos après la déforestation. Ils perpétuaient des pratiques culturelles complexes, exigeant organisation, savoir et coopération communautaire. Bien après la disparition des arbres, le peuple Rapa Nui n'a pas sombré dans les ténèbres. Ils participaient activement à une pratique culturelle complexe et organisée. La couleur rouge revêtait une profonde signification spirituelle pour les Rapa Nui, probablement liée au sacré et à l'autorité. Cette ocre était sans doute utilisée pour peindre les corps lors de cérémonies importantes, colorer les objets sacrés et peut-être même teindre les fibres des vêtements de cérémonie. Cette découverte éclaire d'un jour nouveau l'histoire de l'île. Elle révèle un peuple qui, face à d'immenses défis environnementaux, n'a pas baissé les bras. Il s'est adapté. Il a délaissé la sculpture de statues colossales pour se consacrer à la préservation de sa vie culturelle et spirituelle par d'autres moyens profonds. Ils ont préservé leurs traditions, leur communauté et leur identité pendant des générations. L'écriture Rongorongo. Tout ce qui était caché sur l'île de Pâques n'était pas enfoui sous terre. Des tablettes de bois découvertes dans les maisons des insulaires recèlent un mystère qui demeure irrésolu à ce jour, celui de l'écriture Rongorongo. Gravé sur quelques anciennes tablettes de bois, l'écriture Rongorongo était un système complexe de glyphes symboles gravés d'oiseaux, de poissons, de plantes et de formes géométriques. C'est la seule langue écrite jamais découverte en Polynésie. Et à ce jour, personne ne parvient à le déchiffrer. Les glyphes eux-mêmes sont magnifiques et complexes, suggérant un système d'écriture pleinement développé. Mais la signification de ces symboles demeure un mystère. Le plus frustrant est que nous ne possédons pas de pierre de Rosette pour le Rongorongo. Aucun texte parallèle dans une langue connue ne permet de percer son code. Linguistes et archéologues s'y emploient depuis plus d'un siècle, mais cette écriture reste l'une des grandes langues indéchiffrables au monde. Certains pensent que les tablettes renferment des chants sacrés, des généalogies des chefs ou des récits historiques des épopées de l'île. Mais sans la clé, nous ne pouvons que conjecturer. Le drame est que ce savoir ait probablement été perdu en un laps de temps très court et dévastateur. Après les premiers contacts avec le monde extérieur, les maladies et les razzias d'esclaves des années 1860 ont décimé la plupart des sages et des prêtres de l'île, ceux-là même qui détenaient le savoir nécessaire pour déchiffrer l'écriture. Lorsque le premier missionnaire mentionna l'existence des tablettes en 1864, il ne restait peut-être plus personne en mesure de les comprendre.
Le peuple Rapa Nui avait créé une forme d'écriture unique qui lui fut dérobée avant même qu'il puisse la transmettre, silencieuse et énigmatique. CES Inscriptions constituent un poignant témoignage d'une catastrophe culturelle. Elle représente le dernier chapitre inachevé de l'histoire de l'île de Pâques, une conversation murmurée du passé que nous pouvons encore voir, mais que nous ne pouvons plus entendre ni comprendre. L'espoir demeure qu'un jour ce code sera déchiffré et que le dernier grand secret de l'île sera enfin révélé.